Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Johnny massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. Disney, Netflix, Warner, etc. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis accompagné de Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va bien. Et toi? Ouais, moi aussi, hein, ça va. Il fait un peu trop chaud, mais ça va. Oui. Ça va se calmer, t'inquiète. Ça va se calmer, et surtout c'est pas encore insupportable pour l'instant. Oui, c'est donc, ça aussi. Ça va. Tu as pris ton petit thé là? Pas du tout. C'est la fameuse question. Non, je l'ai bu, j'ai fini de le boire. Tu as déjà fini de Voilà. le boire? Ok. Non, voilà. Et je suis à Agen, donc voilà. Si vous m'entendez, j'allais dire avoir envie d'avoir faim, mais je sais pas comment ça se manifeste. Je t'avoue. Donc, si on attend le ventre qui gargouille, ça sera ton micro. C'est ça. Enfin, je pense pas qu'il capte quand même le gargouillement d'estomac. Enfin, j'espère pas. De toute façon, je le verrai au montage. Je les enlèverai. Donc, Ouais. personne ne le saura. Donc, voilà. C'est ça. Bon, on attaque les sorties, les news. Alors, on va parler d'abord de Annecy, donc le festival qui se tient le mois prochain, au mois de juin. Voilà. Et on a eu des petites news. On a notamment The Lord of the Ring, The War of the Rohirrim, qui est le film d'animation de Seigneur des Anneaux qui sort à la fin de l'année, en décembre, il me semble. Et Ouais. Creature Commandos, la série du DCU de James Gunn, qui vont avoir des first looks, quoi, on va voir les premières images au festival d'Annecy. Ouais, bah écoute, on savait pas si, en tout cas, Lord of the Ring allait se retrouver dans la compète ou je sais pas, juste au festival. Il l'a Ouais. pas été. Et là, bah, c'est annonce un peu tardive parce que quasiment toutes les annonces ont été faites. Et effectivement, ce sera bien là, mais bah, je pense que ils vont montrer des scènes ou ce genre de choses, mais ils vont pas montrer le film en entier parce qu'il est pas terminé manifestement. Et Creature Commando, pareil. Donc, je pense qu'on peut attendre Creature Commando pour peut-être la fin de l'année. En tout Oui. cas, je l'espère, mais peut-être la Peut-être fin pour de la l'année sur Max. rentrée ou quelque chose comme ça. Oui, ouais. Ouais, donc voilà, on verra, on aura peut-être des images qui vont sortir, qui vont peut-être fuiter, etc. Et voilà, d'avoir un petit peu d'avancement sur le projet, parce qu'il a été annoncé il y a un moment quand même. Hein. Il y a même la première image et tout, ça fait Ouais, ça fait 3-4 ans, je sais plus, mais ça fait un moment. Ouais. 3-4 ans, Creature Commando. Ah non, pas Creature Commando. Creature Commando, c'était... je croyais que tu parlais de Lord of the Ring. Non, Creature Non, Commando, mais en vrai, je c'était, parle des deux. Oui, je me suis dit là, attends, j'ai raté des infos. C'était début d'année dernière, tu sais, on Oui, oui. entendait en janvier là que les news tombent. Et tout, ouais. Donc ça va faire 2 ans, enfin un peu moins de 2 ans. Ok, bah on est chaud quand même pour ces deux projets. En espérant que Oui. ce soit pas la douche froide pour Lord of the Ring au niveau de l'animation, tout ça. Parce que Creature Commando, la première image, enfin voilà, si c'est dans ce ton-là, ça va m'aller. Mais Lord of the Ring, on n'a rien pour l'instant, aucune image de sortie. On a des concept art, mais on n'a pas de vraies images du film d'animation. Je suis un peu méfiant quand même. Bah, c'est un film en plus fait par un studio japonais, il me semble. Donc je sais pas trop à quoi ça va ressembler, quoi. Ça va peut-être avoir un style très japonais et ça va peut-être pas plaire à tout le monde, quoi. On aura plus d'infos sûrement dans un mois, peut-être un peu plus. Ouais. Et on va rester dans l'animation puisqu'un nouveau film Astérix est en préparation. Mais attention, ce n'est pas un film live avec Guillaume Canet et ses problèmes d'ego. C'est un film d'animation 3D, comme dans la veine des deux films d'Astier, Ouais. qui s'appelle Astérix, le royaume de Nubia en français, et qui serait réalisé par Alexandre Eboyan, qui a fait Mune, et écrit par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, à qui on doit le Comte de Monte Cristo, et qui ont aussi écrit les 2 volets des Trois Mousquetaires. Et donc ça devrait sortir en 2026. Est-ce que tu attends à peu près un peu le film, Ista? Est-ce que déjà t'aimais bien les autres aussi, d'ailleurs, les 2 autres films en 3D? J'ai pas vu Le Secret de la Potion Magique, j'ai toujours pas vu. Mais j'avais bien aimé Le Domaine des Dieux, le premier d'Astier, qui était le premier en 3D, hein, le premier film en 3D d'Astérix, et qui était vraiment réussi, je trouve. Bah là, réalisé par Alexandre Eboyan, qui a fait Mune, le gardien de la Lune. Moi, j'avais entendu des bons retours sur ce film, mais je l'ai pas vu non plus. Après, c'est plus les scénaristes où je suis un peu sceptique, parce que les Mousquetaires, nous, on n'a pas trop aimé, en tout cas. Donc bon, sur l'histoire, je sais pas, mais après à voir si c'est... j'ai pas regardé si c'est un scénario, ça doit être un scénario original, je pense. Parce qu'après, si c'est, tu sais, ça vient d'un livre, bon, bah, peut-être que... Non, je crois que c'est un truc original. ouais, Ça donc me dit rien, comme ça.
même de Nubia. Et je crois que Astier déjà était le dernier, c'était un truc original, il me semble. Oui, c'est vrai. Donc voilà, moi j'aime plutôt bien ceux d'Astier, enfin ça va, tu vois, je trouve sympa. Là oui, ça me fait un peu plus peur, parce que les deux scénaristes, je suis pas du tout fan, pour le coup. Après le réalisateur, effectivement, moi Mune aussi, j'ai entendu des plutôt bons retours, donc ça peut être sympa. Voilà, à voir et tout, mais je m'attends pas non plus... Enfin, je suis pas hypé, quoi. Tu vois, je me dis pas... Moi, je suis un peu curieux parce que retour, le fait que ce soit plus Astier, je pense que ça va changer dans le ton et tout aussi, parce que, tu sais, on avait tous les acteurs de Kaamelott et tout qui étaient là, il y avait même de l'humour un peu Kaamelott dans les Astérix là. Là, ça va être encore autre chose, quoi. Je suis un peu curieux quand même de voir ce que ça va donner. On va aller voir du côté des franchises, du côté de Lionsgate, puisque John Wick a encore fait des siennes. Oui, j'ai l'impression qu'on en parle au moins tous les mois de la saga John Wick. Et on a un nouveau spin-off de John Wick qui est annoncé et qui serait sur le personnage de Kane, donc le personnage de Donnie Yen, qui était le personnage aveugle du dernier film. Et le tournage commencerait à Hong Kong l'année prochaine. Donc voilà, Chad Stahelski avait dit qu'il voulait étendre l'univers vraiment, faire une vraie franchise. C'était déjà le cas parce que c'était le 4e film qui est sorti, mais là voilà, ils veulent vraiment expandre l'univers et il est vraiment très impliqué dans ce truc-là. Donc après Ballerina qui sortira l'année prochaine pour le coup. Ouais. Et on a ce film-là. Ça te parle ou pas, toi? Mais je crois qu'il y a des séries aussi, mais oui, il y avait une histoire d'un deal signé avec Lionsgate qui ils vont tout, comme tu dis, je sais pas si ça se dit expandre, mais en tout cas, oui, bon. J'aime bien. Je sais pas si ça se dit, mais j'aime bien. Faire une extension de territoire de l'univers, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas vraiment étonnant parce que il y avait une scène post-crédit dans John Wick 4 qui te teasait un peu ça, en fait. Qui te teasait un peu. Oui, il y avait un peu une trame narrative qui pouvait se faire avec lui. Ouais. Oui, effectivement. Donc c'est pas déconnant. Après, bon, c'est la franchisation à outrance. J'ai pas envie de me taper un John Wick par an, je t'avoue. J'ai bien aimé le dernier, mais bon, faut se calmer. Et il faudra voir s'ils sont au niveau des 4 John Wick, surtout. C'est ça aussi. Qui va être un gros challenge. C'est ça, parce que là, on n'a pas de réalisateur qui a annoncé pour l'instant. C'est pas qui va le faire. Donc, Surtout que le dernier film John Wick, c'est Ballerina là qui arrive. C'était Len Wiseman, donc qui avait fait le remake de Total Recall et tout, qui était pas un super réel. Et tu sais, Chad Stahelski apparemment, il a fait mass reshoot et tout. Donc là, je pense qu'il va essayer de rentrer un truc quali et en espérant que ce soit pas. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, la franchise John Wick, j'ai pas envie de faire que ça me saoule, tu vois. Parce que surtout que le dernier avait ça pouvait se finir sur le dernier, le dernier. Oui, film, complètement. Ouais. Donc à voir. Ouais, clairement. On est d'accord. On va parler de Jurassic World, donc le nouveau film Jurassic World, qu'on avait appris qu'il y avait Scarlett Johansson qui serait dans le casting principal, aussi Jonathan Bailey, et là on a un nouveau nom, c'est Manuel Garcia Rulfo, qui a été casté aussi dans un leading role, donc un rôle principal. Donc c'est un peu ce que j'avais entendu des rumeurs, moi, que ce serait un trio. Alors j'avais entendu un trio d'adultes et un trio d'ados. Pour l'instant, on n'a pas vu d'ados castés, mais en tout cas, il y a bien un trio d'adultes qui est casté pour être lead de ce film. Donc voilà, et là c'est Manuel Garcia Rulfo, mais par contre, je connais pas cet acteur, je t'avoue. Ouais, j'ai vu vite fait sa filmo. Il est dans les 7 mercenaires là, le remake d'Antoine Fuqua. Il était aussi dans les Crimes de l'Orient Express là, le dernier qui a été fait là. Mais il joue des rôles très secondaires, donc pour l'instant, ça va être son grand début en leading role dans en plus un gros film, donc ça a peut-être un boost sur sa carrière, mais effectivement on n'a pas du tout d'infos de lui. Enfin moi je l'ai jamais vu et je l'ai sûrement vu, mais tu vois, parce que j'ai vu le film dans Express par exemple, mais je pense qu'il m'a pas marqué, il était là 2 secondes, donc voilà, là ça va être c'est ça, son big début comme on dit. Donc le film sera réalisé par Gareth Edwards. Voilà, il va sûrement tourner bientôt, je pense. On commence à avoir de plus en plus d'annonces de cast, donc ça devrait plus tarder. On va chez Sony, chez Sony, on va parler de Barbarella. Donc c'était on était déjà au courant qu'il devait y avoir un film Barbarella qui est produit par Ciné-Suni. Ouais. Et bien là, on a appris que ce serait Edgar Wright qui est en pourparlers pour le réaliser. Donc avec Ciné-Suni dans le rôle principal, bien sûr, et Jen Goldman qui serait à l'écriture du film. Donc d'un coup, moi, tu vois, je m'en foutais un peu. Et là, on me dit Edgar Wright et tout, je me dis, ça peut être intéressant, quoi. Ouais, surtout que c'est spécial parce qu'Edgar Wright, je crois qu'il a toujours écrit ses films. Pour le coup, là, il va se retrouver dans un truc de franchise, du coup, parce que Barbarella, c'est une adaptation d'un comics. Je crois que c'est un comics ou c'est une BD. Ouais. Je ne sais plus. Mais en tout cas, de science-fiction qui était basé d'ailleurs sur Brigitte Bardot, le personnage, la blonde sulfureuse, et qui a été adapté, je crois, une fois au cinéma américain avec Jane Fonda et tout. Et
je crois que c'est un peu un classique, un peu plaisir Un peu coupable nanar, pour quand même. certains. Ouais, Oui, je voilà, pense, ouais. c'est ça que je voulais pas le dire. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Mais voilà, il est un peu tombé dans le culte entre guillemets pour les gens de ces années-là. Ouais, très curieux de voir Edgar Wright dans un truc qui change un peu, parce que là c'est de la science-fiction pour le coup, donc avec des extraterrestres dans l'espace et tout. Et je crois que c'est un truc un peu érotique, mais je sais pas si c'est érotique, enfin la BD de base l'était, ou si c'est les gens qui lisaient qui l'ont rendu érotique, c'est ça le truc. Ouais. Je ne sais pas. Mais ouais, Jane Goldman aussi au script, j'ai vu ce qu'elle a fait, elle a beaucoup travaillé avec Matthew Vaughn. Ok. Pour le coup, elle était sur Kick-Ass, Stardust, X-Men le commencement, Kingsman, enfin voilà, tous ces films-là, jusqu'au dernier Kingsman, je crois, hein, d'ailleurs, a été scénariste. Donc, Ah d'accord, ok. Même les derniers. donc vraiment, elle a fait pas mal de choses. Pourquoi pas? Moi, j'aime plutôt bien les films qu'elle a scénarisés. On va pas se mentir, moi, j'aime plutôt bien Matthew Vaughn. Bon, après, elle a fait le dernier Kingsman, donc bon, c'est moins bon. Mais ouais, le projet, pourquoi pas? Je me dis, Sydney Sweeney, star montante, Edgar Wright, ça va être un petit défi pour lui. Parce que son dernier film, il a floppé, donc il se retrouve à faire une réal comme ça. Mais bon, il peut quand même insuffler de sa patte, et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, mais j'ai vu quand même que quand ils ont annoncé le projet, il aurait directement contacté Sydney Sweeney, donc il a l'air vraiment intéressé par le projet, en tout cas. Donc, à voir. Peut-être il a des idées, pour le coup. Peut-être qu'il va même participer à l'écriture au final. C'est possible, ouais. Donc on verra. On a des nouvelles du film de Ruben Östlund, du coup, 2 fois palmé à Cannes, qui s'appelle The Entertainment System is Down. Voilà, dans un avion où tout le monde pète un câble. On savait que Keanu Reeves était de la partie, et apparemment Kirsten Dunst et Daniel Brühl ont rejoint le casting. Donc un gros casting pour le prochain film de Ruben Östlund qui Ouais, il est en train de s'américaniser là. il est en train de s'américaniser, ouais, c'est ça, ouais. Là il est devenu populaire parce que son dernier film a fait beaucoup parler, il est allé aux Oscars, Oui. Celui d'avant aussi était allé aux Oscars, mais j'ai l'impression que le dernier il a beaucoup fait parler. Comment il s'appelait Le Triangle of Sadness. The Triangle of Sadness, voilà. Et ouais, là, c'est en train de se développer. Toi qui adores Ruben Östlund, j'imagine que t'es content. Après, moi j'ai vu que Triangle of Sadness, mais j'ai coupé au milieu tellement il m'a saoulé ce film. Donc bon, après, il y a un casting de ouf. Peut-être ça va quand même faire retenter un film de Ruben Östlund. Je sais pas, c'est possible. Ouais, moi je trouve que le fond de ces films, ce que ça raconte, c'est un peu de la merde. Mais après, je trouve pas que c'est un mauvais réal. Voilà, Ruben Östlund. Donc, ouais, pourquoi pas le voir dans un truc comme ça, mais j'avoue que le pitch de départ me saoule déjà, quoi. Je vois déjà le film qu'il va faire. Ça, après, peut-être il va me surprendre, mais voilà, les gens qui pètent un câble parce qu'ils ont plus de... Les systèmes électroniques sont en panne dans l'avion, enfin, ça va, quoi. Enfin, je sais déjà où il va et ça va me saouler. Ouais, c'est et ce sera sûrement des gens en première classe. Je pense que ça sera les deux, hein. Je sais pas, non, ils se tapent surtout sur les bourgeois, non, c'est pas ça? Oui, soi-disant. Mais moi, je trouve que... bref, on va pas rentrer dans le débat, mais c'est un peu foiré, quoi. C'est le propos de ces films, je trouve. Après, ça dépend pour qui, mais oui. Moi, je trouve aussi. On va parler de packs. Mais pas des packs de bière. Des packs de plateforme. Waouh. Waouh, transition les fous. D'accord. Non, c'est des packs un peu comme chez nous, on a Canal+ qui fait des packs avec Netflix, Apple TV, tout ça. Ça commence à faire pareil aux États-Unis, où on a Disney et Warner Bros qui ont fait un bundle avec Disney+, Hulu et Max, qui arrivera cet été aux États-Unis. Et il y a aussi Netflix, Apple TV et Peacock qui sont réunis pour faire un bundle par rapport à Chrome. Tu pourras le prendre par Comcast, voilà. Et ce sera un prix pas trop cher, de ce que j'ai compris. Enfin, en tout cas, je pense que ça coûtera moins cher de prendre ça que de prendre les prendre séparément. Et ouais, ça montre que la stratégie du tout streaming, ça marche pas trop, quoi. C'est pas rentable, quoi. Je pense qu'ils se sont rendus compte vite fait que ça les handicapait plus qu'autre chose, la compétitivité entre eux. Et ouais, du coup, on se retrouve avec des studios genre Disney, Warner, qui sont des rivaux et tout, à faire des collaborations, quoi. Donc voilà. Après, ça m'étonne pas. Nous, en France, on avait déjà beaucoup ça. Je pense qu'aux États-Unis, ils avaient beaucoup moins ça. Je pense que ça existe pas autant. Et ouais, ça m'étonne pas. Après, je pense que c'est beaucoup plus pratique pour beaucoup de gens de payer une vingtaine d'euros pour avoir 3 services de streaming d'un coup que payer. Après, faut voir, ça va être quel abonnement, parce que tu sais, des fois ils font des bundles, mais c'est que t'as pas la 4K ou etc. Tu vois. Oui, genre, c'est ça. Là, ce que c'est, quoi. Le truc Canal+, t'as l'offre standard, t'as pas l'offre 4K, tu sais, quand t'as le pack. Oui, c'est ça. Ouais. T'as l'offre 1080p et tout, mais bon, ouais, c'est pas l'offre 4K, quoi. Donc bon, c'est pas fou, quoi, non plus. Des deux offres, bon, moi, il y en a une qui m'intéresse comme un peu plus que l'autre, je t'avoue.
Parce que Netflix, je regarde plus vraiment. Voilà, pour être honnête. Et Peacock, je crois que j'ai jamais regardé. Peacock, on l'a pas, nous, on l'a pas en France. Oui, mais je veux dire des trucs Peacock. Si j'étais aux États-Unis, je crois que la série John Wick, là, elle était dessus, le Continental. Elle était Peacock, ouais. Mais sinon, j'ai jamais regardé un truc Peacock. Donc voilà. Après, Apple TV, apparemment, ils font des bons trucs. J'ai pas vraiment regardé, mais bon, apparemment, c'est plutôt bien. Voilà, moi, j'avoue que je regarde plus des trucs Disney ou Warner, je le reconnais. Moi, j'ai regardé un peu Peacock, j'ai vu Poker Face et la série Twisted Metal qui était sur Peacock. Voilà, qui était des bonnes séries, moi, que j'ai beaucoup aimé. Et Apple TV, oui, il y a des vraies perles, là, sur Apple TV, Severance, Silo et tout. Donc, ouais. Mais c'est vrai que, parce qu'en vrai, j'ai des séries Apple, j'en ai vu 2 ou 3. Pareil, Peacock, j'en ai vu 2. 3 avec Continental. C'est vrai que si moi je dois choisir, ce serait un peu comme toi, ce serait plus Disney et Warner qui sont peut-être les plus grosses productions actuelles. Enfin, en tout cas, moi, de ce que je regarde, en tout cas. Bon, en plus, c'est là que t'as Marvel et DC, donc forcément, je vais aller vers là, quoi. Mais ouais. Ouais, bah voilà. On est. Après, nous, ça nous touche pas, mais nous, de toute façon, c'est déjà le cas, quoi. Oui. Ensuite, on va partir du côté de Netflix, puisque on a un nouveau rebondissement dans l'affaire Catherine Bigelow. Parce que Catherine Bigelow devait faire un film Netflix qu'ils ont annulé, mais du coup maintenant elle revient chez Netflix pour un autre film apparemment. Ça sera à propos de la Maison Blanche, donc on serait peut-être en huis clos, je sais pas, qui réagissent, donc je pense le président et tous ceux qui l'entourent, à un missile balistique qui s'apprête à frapper les États-Unis, donc ça va être en temps réel apparemment. Donc voilà, elle est habituée de ce genre de récit sur l'Amérique, sur les gouvernements, les militaires, parce qu'elle a fait des mineurs, Zero Guard, Dark Sortie, tout ça. Voilà, hein, c'est une cinéaste quand même. Elle s'est entourée aussi du scénariste Noah Oppenheim, qui a fait beaucoup pour la télévision notamment, mais qui est surtout connu pour avoir scénarisé Jackie, du coup le film sur Jackie Kennedy. Voilà. Et il a aussi coécrit Le Labyrinthe, voilà. Ouais. D'accord, voilà, ça fait Catherine Bigelow, moi, elle arrive à faire un film. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Mais depuis Détroit en 2017, donc ça fait 7 ans maintenant, donc et le temps qu'elle fasse ce film-là, peut-être ça ferait genre 8 ans après que le film se tourne, quoi. En tout cas, c'est cool, parce je crois qu'on en parlait une fois que ça avait été annulé son projet, au final. Elle fait quand même un truc sur Netflix. Donc, on en avait parlé pour le changement de direction chez Netflix Film, effectivement. Après, maintenant que j'ai réfléchi sur sa carrière, je crois qu'elle a 50 ans de carrière à peu près, Catherine Bigelow, depuis son premier film. Et je crois qu'elle a fait 10 films, tu vois. Donc bon, c'est pas énorme. C'est pas des films tout le temps non plus, quoi. C'est pas une réalisatrice très prolifique. Ensuite, on vous avait fait une critique de Roadhouse, allez l'écouter. Donc le remake du film Roadhouse. Roadhouse revient pour une suite avec Jake Gyllenhaal qui devrait revenir. Et on ne sait pas si Doug Liman reviendra en tant que réalisateur. Mais du coup, Roadhouse 2 est en route. Du coup, les chiffres du premier Roadhouse sont apparemment... de toute façon, on savait qu'il avait été plutôt un succès, parce que c'était une des plus grosses premières pour un film sur Prime Video. Mais du coup, il y a vraiment un séquel qui se fait. Et avec toutes les déboires contre Prime Video qu'il y a eu, apparemment, Jake Gyllenhaal, il est un peu sans rancune, hein, pour le coup, puisqu'il revient pour la suite. Bon, moi, j'avais pas du tout aimé le film. Voilà, donc j'attends pas du tout Roadhouse 2, même si la fin du film pouvait prétendre à une suite et une franchise sur Roadhouse. C'est pas très intéressant et ça m'inquiète un petit peu pour la carrière de Jake Gyllenhaal qui s'enferme dans des trucs depuis 4-5 ans que j'aime pas trop, quoi. Ouais, là on a les chiffres en fait, je vais juste les citer. En fait, il y a eu près de 80 millions de téléspectateurs qui ont regardé donc Roadhouse. Donc c'est énorme, quoi. C'est vraiment un énorme succès sur Prime Video. Et voilà, c'est pour ça qu'ils font un 2, hein, quoi. Enfin, étonnant, mais oui, Doug Liman, on est vraiment pas sûr qu'il revienne. Moi, je pense qu'il reviendra pas parce que ça s'est pas très bien passé. Mais Jake Gyllenhaal, il revient. Bon, c'était pas un film de ouf, je pense que ça suffisait. Mais bon, oui, c'est vrai que ça fait un peu peur pour Jake Gyllenhaal. On aimerait bien le voir dans des films peut-être un peu plus cinéphiles, je sais pas comment dire, mais un peu moins con. Voilà. Ça, on est tous d'accord. Toujours chez Amazon, on a appris que, je crois qu'on le savait déjà un peu, il y avait déjà des rumeurs dessus, mais il va y avoir une série live action Tomb Raider. Donc elle a été greenlightée par Amazon et elle va être écrite par Phoebe Waller-Bridge. Mais elle ne sera pas la star, elle ne sera pas l'actrice principale. Il y a IGN qui, je pense que c'est une théorie, mais qui dit que ça pourrait être Melissa Barrera, mais c'est vraiment pas sûr, au final. Voilà. Oui, qui jouerait Lara Croft, du coup. Oui. Phoebe Waller-Bridge, donc là c'est
une productrice, scénariste, actrice anglaise qui a beaucoup connu le succès avec sa série Fleabag, qui apparemment Qui était sur Amazon, hyper je bien. crois. Je sais pas si c'est sur Amazon, je sais pas si c'est produit par Amazon, mais après c'est peut-être dispo sur Amazon maintenant, je sais pas, Ouais. je sais pas trop. Et qui avait fait aussi la série Killing Eve, qui avait fait beaucoup parler, qu'elle avait créé. Et après on l'a vu au cinéma dans Solo, où elle jouait le robot, je crois, et dans... Indiana Jones. Dans quoi? Indiana Jones. Ah, Indiana Jones, j'ai entendu Ninja Dungeons. Non. Je sais pas où je vais. Mais ouais, du coup, je pense que c'est peut-être une bonne scénariste, parce que j'ai pas vu ces séries, mais elles ont vraiment une réputation qui les précède. Et pour faire un truc Tomb Raider, donc pourquoi pas. Pour le coup, après Tomb Raider, on va dire qu'au cinéma, les 3 films, ça s'est pas très bien passé. Même si je sais qu'il y en a qui aiment bien ceux avec Angelina Jolie, mais pour leur côté un peu nanardesque, on va pas se mentir. C'est vrai que ça a jamais été bien adapté, Lara Croft. Donc voilà. Après, en série, est-ce que j'ai envie de me taper 10 épisodes de Lara Croft dans les bois et tout? Tu vois, c'est ça qui me... Je sais pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Des fois, on est surpris, hein. C'est vrai. Est-ce que ça adaptera plus les derniers jeux vidéo? Ou est-ce que ça adaptera peut-être les anciens, je ne sais pas. Après, Melissa Barrera, en vrai, pourquoi pas? Je trouve qu'elle a le... Ouais, ça peut être une aventurière, voilà, pour le coup, donc voilà. Pourquoi pas Melissa Barrera? Mais ce qui est fou, c'est que par contre, on va avoir 2 projets Tomb Raider qui vont arriver, parce qu'on a celui-là, mais on a aussi une série d'animation sur Netflix qui va arriver. C'est ça, ouais. Avec Elia Atwell, qui fera Lara Croft, qui fera la voix de Lara Croft. Voilà, donc en tout cas, il y a une volonté de remettre Tomb Raider... Bon, après, c'est dans la volonté des jeux vidéo, des voilà, adaptations de jeux vidéo, voilà. Et Tomb Raider, c'est des trucs Oui. les plus connus, même par ceux qui connaissent pas trop les jeux vidéo, ils connaissent Lara Croft, Tomb Raider, au moins de nom, quoi. C'est ça, mais je pense qu'il y aura un jeu qui arrivera dans pas longtemps aussi. Ça fait combien de temps depuis le dernier jeu? Ah, ça date, hein. Shadow, ça fait un moment, hein, je crois. Hein. Ça doit être avant le Covid, donc je me demande si c'est pas genre 2018, 2017, un truc comme ça. Ouais. Ouais, ça fait un moment, mais je pense qu'à un moment, il y en a un qui va arriver et qu'ils veulent remettre la franchise sur le devant de la scène, quoi. Ensuite, toujours chez Prime Video, le retour du Batman. Et oui, le Batman. Batman Caped Crusader, la série d'animation de Bruce Timm, oui, qui est co-créée par Bruce Timm, J.J. Abrams et Matt Reeves. Donc voilà, Bruce Timm, scénariste, producteur légendaire du Bruce Timmverse, pour ceux qui savent pas. C'était la série d'animation... Batman, la série animée des années 90, Superman, la série animée, la Ligue des Justiciers des années 2000, je change. Mais voilà, qui a créé beaucoup de dessins animés de super-héros qui ont participé à leur légende, j'ai envie de dire, voilà. Et cette série, on a eu une date de sortie, parce qu'on savait qu'elle arrivait, on a vu quelques photos, mais là on sait qu'elle sort le 1er août. Et je crois que c'est les 10 épisodes qui sortiront sur Prime Video. Je sais pas s'ils sortiront d'un coup. Si, ils sortent d'un coup. Il sort d'un coup, bon, alors c'est pas plus mal, mais en tout cas les 12 épisodes sortiront d'un coup le 1er août. Et ouais, moi je suis très hypé par ça, parce qu'on a vu les premiers visuels, et en fait ça se passe dans les années 40, en tout cas ça a une vibe années 40, dans les costumes, etc. Donc on va ça se passe carrément dans les années 40. Hein. Ça se passe, oui, dans les années 40, ouais. mais Il a dit il y aura pas de téléphone et tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être une uchronie... Ah genre, oui. Il y a des trucs qui dévient un peu, mais enfin bref. En tout cas, ça se passe dans les années 40, dans ce que Bruce Timm a dit. Et donc, ça se voit un peu dans les vêtements, oui. etc. Je veux dire, même le look d'Harley Quinn est spécial. Hein. Voilà, c'est ça. Ils ont des looks très différents de ce qu'on a connu dans les années 90. Mais il y a le trait, quand même, de la série animée Batman, qu'on reconnaît directement, pour le coup. Bon, il y a des designs un peu spéciaux. Je pense que le design du Batman, c'est pas forcément mon préféré, je dois avouer. Ouais, il a des pointes, il est très pointu, quoi. Mais retrouver la vibe Bruce Timm de la série animée des années 90, c'est un plaisir immense, j'avoue quand même, pour le coup. Ouais. Et je trouve que la meilleure idée, c'est que, ouais, pour le coup, on n'a pas d'ordinateur, pas de portable, autre ambiance au niveau des années, ça peut être une super idée, quoi. Sur la Batcave, il n'y aura pas de gros ordinateurs et tout, sur le coup. Ouais, voilà, donc Batman, il va être dans la débrouillardise totale. Et de toute façon, Batman, je pense que oui, dans les années 40, ça peut marcher, tu vois, ça peut être un truc qui existe. Ouais, complètement. Ils ont même fait un Batman... Gotham by Gaslight qui se passait à l'époque de Jack l'Éventreur et tout au 19e, donc enfin je veux dire Batman il peut techniquement marcher un peu dans pas mal d'époques, bon peut-être pas dans l'Antiquité tu vois par exemple, mais il peut marcher dans pas mal d'époques, et je trouve que c'est bien qu'ils aient changé le truc tout en gardant un peu le style de Bruce Timm. T'es hypé ou pas, c'est à toi? Ah oui, moi je suis très hypé, en plus il y a des gros noms derrière, hein. Bon, en producteur, il y a J.J. Abrams et Matt Reeves, mais il y a aussi Ed Brubaker, qui est très connu
dans le milieu des comics, hein, qui a fait du Captain America, qui a fait beaucoup de trucs de récits policiers, des comics policiers et tout. Donc il y a des gros noms derrière, Bruce Timm et tout, ouais, donc c'est que des gros noms derrière le projet. Les visuels, moi, ils me plaisent beaucoup. Ils ont dit que la Harley Quinn, elle va être sérieuse. Ça m'a étonné, mais ils vont faire une Harley Quinn assez sérieuse. Beaucoup moins dans le côté foufou et tout, quoi. Il faut rappeler aussi que Bruce Timm est un des ceux qui ont créé le personnage de Harley Quinn voilà. dans les années 90. Hein. Voilà, et c'est un perso des années 90 et on va le mettre dans les années 40, donc c'est intéressant. Parce que par contre, il va y avoir Clayface en mode, tu sais, la première version de Clayface, là, avec le foulard rouge. C'est pas du tout l'homme bout, c'est un mec. J'ai vu l'épouvantail aussi, il est assez spécial. Ouais. Mais après, il faut savoir qu'il est fort Bruce Timm pour ça, parce que il a quand même changé énormément de l'or de Batman. Ouais, Mr. Freeze, hein, notamment. Mr. Freeze, notamment, il lui a donné une origin story qui est presque devenue canon maintenant, qui est genre maintenant, à chaque fois qu'il y a un Mr. Freeze, il a toujours ce rapport-là avec son histoire. Donc voilà, il n'hésite pas à changer l'histoire pour en faire quelque chose de super. Voilà, moi j'adore. Et là, je pense qu'on a passé beaucoup trop de temps sur cette info, mais on est enthousiaste. On est très enthousiaste, mais moi je trouve ça fou que cette année on a X-Men, on a plein de séries animées de super-héros. À la fin d'année, on fera le bilan, mais on va bien manger. Hein. Vive l'animation, voilà. Alors, on avait eu des nouvelles de House of Dragon et on attendait des nouvelles de son rival, The Lord of the Rings, The Rings of Power. Et ça y est, on a eu le premier trailer de la saison 2 et une date. Donc, ça sort le 29 août, donc ça sort dans pas si longtemps que ça. Hein, parce que là, on est en mai, juin, juillet, août, dans 3 mois. Donc, dans 3 mois, on a la saison 2 de Rings of Power qui arrive. Et je pense que ça va être format épisodique, comme ouais, je pense la première saison. 2 ans pile après la première saison, parce que je crois que la première saison, elle était sortie en août aussi, fin août. Oui, c'était août 2021, ouais, je crois, ouais. Ou septembre, en tout cas, c'était vers là. Et ouais, toi, t'as bien aimé le trailer, Ista ? Ça va. Ça va, oui, là, le trailer, je suis pas hypé et tout, parce que, en fait, moi, la saison 1, j'ai été un peu déçu, j'en suis sorti un peu déçu. Mais je suis quand même un peu curieux et j'ai envie de voir, quand même, où ça va, quoi. Et toi ? Ok. Ouais, bof, parce que, moi, j'ai été une grosse douche froide sur la première saison, pour le coup, alors que, moi, j'adore, Le Seigneur des Anneaux. La saison 2, on sait qu'elle était chaotique au niveau de la production, qu'il y a des mecs qui sont partis au niveau des scénarios, il y a des nouveaux mecs qui sont venus. Enfin, c'était un gros bordel parce qu'ils ont tourné hyper vite en plus après la première saison. Il y a des changements d'acteurs, etc. C'est un peu le bordel. Même pendant les grèves, il y a le showrunner qui pouvait pas venir, je crois. Oui, c'est ça, il pouvait pas. Enfin, ouais, c'était un gros bordel. Donc la saison 2, qui a quand même qui doit quand même remonter la pente parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont été un peu déçus de la première saison. Voilà. Je vais la verrai évidemment, mais je m'attends à rien, voilà, parce que je trouve que la première saison m'a vraiment déçu et je m'ennuyais vraiment beaucoup devant les épisodes. Là, il y a l'air d'avoir beaucoup plus d'action, en tout cas c'est ce que le trailer montre, donc pourquoi pas, mais après j'avoue que j'ai rien compris au trailer qui est passé, je sais pas trop les enjeux, tout ça, donc je pense que je vais me laisser porter par la série, mais je l'attends pas plus que ça après la douche froide de la saison 1, quoi. D'accord. Ensuite, chez Warner, on a un film qui a été annoncé, un film Le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est la grosse news. Mais non. Voilà. C'est le mot qui va être produit par Peter Jackson, donc pas réalisé, dommage. Mais voilà, il va produire le film qui devrait sortir en 2026 et ce serait un film qui serait intitulé La chasse de Gollum, donc qui se passerait avant la trilogie de Peter Jackson. Et Andy Serkis va revenir en tant que Gollum, voilà, en motion capture, parce qu'il y a que lui qui peut jouer Gollum, évidemment. Et par contre, il va aussi réaliser le film, donc ça c'est une grosse surprise. Et donc ça devrait explorer la backstory de Gollum, et c'est écrit par Fran Walsh et Philippa Boyens, qui étaient sur la trilogie Lord of the Rings déjà. Est-ce que ça te hype, Ista ? Est-ce que tu vois bien le film sortir ? Moi, quand on m'a dit Gollum, j'étais en mode quoi? Parce qu'au début, la première news on a eu, c'était juste un nouveau film Lord of the Rings arrive en 2026 avec Peter Jackson qui produit. Et on se demandait ah ouais ok c'était quoi et tout. Et moi je m'étais imaginé plus des trucs de bataille et tout, des trucs avec des gros trucs épiques quoi. Et au final après on me dit ouais c'est un truc sur Gollum. Donc je suis un peu sceptique. Donc après oui donc ça raconterait ce qu'on voit pas dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Après ce qu'on voit là c'est que ça reprend un peu toute l'équipe de l'époque parce qu'il y a Andy Serkis, il y a les scénaristes de l'époque, il y a Peter Jackson qui chapeaute quand même le truc. Donc je suis quand même un peu curieux, je me dis que si c'est la même équipe même si Andy Serkis son dernière réalisation c'est Venom 2 mais ouais, bon ouais. Il avait fait Mowgli avant aussi, la légende de la jungle pour Netflix. Enfin qui était sorti sur Netflix.
Bah, c'était pas. Pour moi, c'était mieux que le film de Jon Favreau sur Mowgli, mais c'était pas incroyable non plus. Donc, bon, il a pas le talent de Peter Jackson pour moi. Donc, après là, c'est quelque chose quand même qui lui tient à cœur, j'imagine. Oui, je pense aussi. Gollum, donc peut-être que ça va être quelque chose de spécial. Surtout qu'il avait déjà travaillé avec Peter Jackson parce qu'il était réalisateur de seconde équipe sur Le Hobbit, sur les 3 films. Donc voilà, peut-être qu'il sera. Bah, après, il est entouré de Peter Jackson, donc normalement ça devrait à peu près bien se passer. Ouais. Mais est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. En plus, on en avait parlé en off, mais bon, ils vont recaster un Aragorn et les Legolas, etc. Oh lolo. Je suis pas sûr là. Tu vois, là ça me fait peur. En fait, ils peuvent recaster Sirkis parce que c'est de la motion capture, donc ça va. Oui, bah de toute façon, ça ils s'en foutent. Ouais. Mais ouais, pour les autres, ça va être compliqué de plus voir Viggo Mortensen et tout. Hein. Ça va nous faire un truc. Ça va nous faire quelque chose, je pense. Mais en tout cas, ça parle aussi, et ce serait le premier film d'une série de films. Hein, donc il y en aurait. C'est pas le premier qui va être annoncé. Hein. Il n'y a qu'un roi selon moi. Il s'appelle Viggo Mortensen, voilà. c'est tout ce que je dirais. En tout cas, ça rejoint la stratégie de David Zaslav qui veut capituler sur les franchises comme Seigneur des Anneaux, Harry Potter, etc. Quoi. En parlant de franchise, on sait que la suite de Godzilla x Kong est en développement. Voilà, c'est officiel, on s'en doutait. Et c'est Dave Callaham, donc le réalisateur, non, le scénariste de Shang-Chi, qui va appuyer Adam Wingard, qui revient pour faire la suite et sa trilogie Godzilla Kong et pour peut-être la finir. Est-ce que ça te hype plus, Ista? Non. J'aime bien Shang-Chi, hein, mais bon, après c'est pas un scénario incroyable, Shang-Chi. Donc, oui. Puis c'est pas ça qui va faire que le film sera bien. Bah, c'est ça aussi, ouais. Donc non, pas spécialement. Moi, je pensais que ça allait se péter la gueule. Moi, Godzilla x Kong, ça fait un énorme carton. Donc écoute, je ne comprends plus ce monde. Ouais, bah des fois il y a des succès, on s'y attend pas. Enfin voilà, moi je vais aller rapidement dessus, mais j'y attends pas non plus. Vous pouvez écouter notre dernière critique sur Godzilla x Kong qu'on a fait quand le film est sorti, mais oh là là, on n'attend plus rien de cette saga de toute façon. Par contre, saga, moi j'attends un peu des choses. C'est la saga d'ici, parce qu'il y a le DCU qui va pas tarder à commencer. On parlait de Créatures Commandos tout à l'heure. Et bien là, on a eu des nouvelles sur Supergirl, Woman of Tomorrow. Donc le film sur Supergirl. Et donc on a une date. Donc ça va sortir le 26 juin 2026. Et il prévoit de commencer le tournage cet automne. Et le personnage de Supergirl, donc qui sera joué par Millie Alcock, apparaîtrait aussi dans un autre projet d'ici avant son film solo. Bah ouais, mais est-ce que c'est pas Superman, puisqu'on le sait ça. Enfin, on sait qu'elle est dans Superman. Bah non, elle a jamais été annoncée dans Superman. Hein. Ah, c'était qu'une rumeur? Ah oui, elle a jamais été annoncée dans Superman. D'accord, elle sera dans Superman du coup. je te le dis, c'est info, c'est pour pense aussi qu'elle est dans Superman. Je sais pas si elle fera une petite scène ou quoi. Mais du coup, oui, il sortira presque un an après Superman. Donc, ouais, ça ferait... Bah, en vrai, c'est pas si long que ça, attendre un an. Mais c'est juste que nous, on est gavés de 3 films de super-héros par an. Mais ouais, du coup, on a une date et je pense que c'est là que ça va enchaîner. Je pense plus les... À partir de Supergirl, tu penses? Ouais, bah je pense que potentiellement cette année-là, on en aura 2. Donc, oui, peut-être, ouais. Bah, on a déjà The Batman, en fait. Même si c'est pas DC. On a The Batman, mais oui, techniquement, c'est DC, Elseworld et tout. Mais je pense que c'est là que ça va être 2 par an, parce que l'année prochaine, on n'aura que Superman, voilà. Et ouais, moi, j'ai hâte de voir Millie Alcock dans son costume, tout ça. Moi, j'aime bien l'actrice. Bon, on en a déjà parlé, mais ouais, j'attends un peu ça. Ah pareil, je suis content que ça bouge, voilà. C'était confirmé, on en avait déjà parlé, je crois, mais que le réalisateur c'est Craig Gillianti, je crois. Enfin, qui a le réalisateur de Aitonia, tout ça, donc c'est confirmé, c'est bien lui. Ça parlait des discussions à l'époque, mais là, il est confirmé en tant que réalisateur. On verra ce que ça donne. Et il y a aussi, en restant dans le DCU, James Gunn, qui a confirmé que Frank Grillo, qui joue le rôle de Rick Flag Senior dans Créatures Commando, eh bien, va reprendre son rôle dans la saison 2 de Peacemaker. Voilà. Ils disent qu'il y a un petit business pas fini parce que bon, Rick Flag spoil, le fils de Rick Flag Senior, il est décédé tué par Peacemaker dans The Suicide Squad. Donc voilà, ça va promettre, ça va faire des étincelles quoi. Et voilà, selon Variety, James Gunn réalisera 3 des 8 épisodes de la saison 2 de Peacemaker, dont notamment le premier. Ouais, bah c'est là qu'on verra la première interaction de l'univers étendu. Du coup, puisque Créature Commando sera sûrement sorti c'est sûr, sera sorti avant Peacemaker saison 2, donc on aura déjà vu le personnage de Rick Flag Senior mais en animation, et du coup il va être transporté à l'écran. Écoute, pourquoi pas. Après que James Gunn réalise 3 épisodes, c'est quand même presque la moitié de la saison. Je pense qu'il va réaliser... Après il a tout écrit après. Hein. Oui, bien sûr. Mais voilà,
Il a quand même, il fait quand même la moitié de la saison. Je pense qu'il fera les épisodes les plus intenses, voilà, les plus gros, on va pas se mentir. Ouais, bah après moi j'ai toujours pas vu la saison 1, mais toi, je sais que tu es un peu hypé par la saison 2. Ouais, bah la saison 1, elle est super, donc moi je te conseille de la mater. Et puis, ouais, j'ai très hâte. Je pense que l'année prochaine, peut-être, même s'il y a qu'un film, on va peut-être avoir 2-3 séries, quoi. Il y a moyen d'avoir beaucoup de contenu d'ici l'année prochaine. Et on va finir les infos Warner avec Dune Prophétie, voilà, qui arrive sur Max cet automne. Du coup, c'est officiel. On a eu un premier teaser, trailer qui est sorti, et on a appris que l'actrice Taboo, voilà, de son surnom, serait dans la série. C'est une grosse actrice apparemment indienne. Bon, excusez notre inculture, nous ne connaissons pas énormément d'actrices indiennes, mais voilà, apparemment ça fait un peu sensation là-bas. Tu as vu le trailer ou pas, Ista, toi? Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Bah, ça reprend l'esthétique Villeneuve. On voit bien que c'est le même univers, en tout cas. Donc, si vous aimez pas l'esthétique Villeneuve, je suis pas sûr que ça vous plaise encore, là. Mais, ouais, moi, ça me donne envie, moi. J'ai vu tes images, j'ai pas vu le trailer vraiment, j'ai vu des trucs, des petites vidéos, mais je voulais pas trop me gaver du trailer ou de quoi. C'est vrai que ça ressemble dans la DA beaucoup à Villeneuve. Après, ça est censé se passer 10 000 ans avant, donc j'espère que ça va pas être trop proche de ce qui s'est déjà fait, parce que j'espère qu'ils vont pas juste singer. Non, j'ai vu de la neige et tout à un moment dans le trailer, donc y a pas que du désert, quoi. Un désert de neige, voilà. Non, je sais pas, mais j'espère en tout cas que ça va pas singer juste Villeneuve et une série, parce que je sais que la série elle a eu quand même beaucoup de problèmes de production avant d'entrer en production, de sortir. Les changements de showrunner et tout, ouais. C'est ça, donc ça s'est beaucoup succédé. À voir, parce que moi j'ai plutôt bien aimé le dernier Dune, et d'explorer un truc de l'univers, mais j'espère que ça va pas être une série pas forcée, mais tu sais, un peu de côté, un peu osef ou quoi, et ça va avoir son propre style, voilà. J'espère que ça sera sa propre identité et pas juste faire ce que Villeneuve a fait, mais en moins bien. Donc ça m'intéresserait beaucoup moins, pour le coup. Ok, en tout cas, moi, cet automne, voilà, moi, je suis intéressé quand même. C'est sur la jeunesse des Bene Gesserit, donc voilà, je trouve le sujet intéressant, j'ai envie de la voir. On va parler d'une série Disney, c'est The Bear, la saison 3, parce qu'on a eu enfin une date, donc ça arrive là, le mois prochain, le 27 juin exactement, et donc, comme d'habitude, à chaque fois ils sortent tous les épisodes d'un coup. Ce que je trouve un peu dommage pour cette série, parce que moi je trouve qu'elle gagnerait plus à durer sur le temps en fait. Ouais. Mais bon voilà, tous les épisodes sortiront le 27 juin. Ok, bon moi j'ai pas vu The Bear, mais j'imagine que t'as hâte de voir la suite. Oui bien sûr, ça fait partie des grosses séries que j'attends, ouais. Ensuite, toujours chez Disney, on a la confirmation que Shogun saison 2 est en préparation. Voilà, allez écouter notre critique sur Shogun. Donc Hiroyuki Sanada, du coup la star et le producteur de la série, devrait revenir et a conclu un accord pour reprendre son rôle. C'est assez surprenant pour le coup, parce que la série n'est pas censée avoir de suite en termes d'adaptation, parce que ils ont fini le livre. Ils ont fini à peu près le bouquin, même s'il y a des différences et tout, mais ça se finit là. Et là, ils voudraient amener la série à une deuxième saison. Donc elle passerait d'une mini-série à une série en plusieurs saisons, ce qui pose des problèmes d'éligibilité aux Emmy Awards et toutes les récompenses. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Moi je suis extrêmement surpris de voir la saison 2, puisque la saison 1 devait se suffire à elle-même. Là j'ai l'impression qu'ils vont un peu forcer le truc, et j'ai pas envie qu'ils gâchent un peu ce qu'ils ont réussi à faire quand même dans la première saison, qui suffisait à elle-même. Et surtout, il y a quand même des personnages qui sont morts, voilà, sans spoiler, des trucs comme ça. Donc tu vas m'amener où le truc? Après, effectivement, oui, ça peut continuer, tu vois, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je sais pas ce qu'ils vont écrire? Je pense que ils ont vu les chiffres, quoi. Et c'est un des plus gros cartons. Et je comprends un peu aussi la volonté de vouloir faire une suite au final, parce que même si c'était pas voulu au début, je pense pas qu'ils pensaient que ça allait cartonner autant. Et voilà, quoi. Donc ils se sont dit là, il faut faire une suite. En tant que décision producteur, je comprends un peu le truc, quoi. Après, on a vu Game of Thrones quand ça s'est écarté des livres, c'était pas fou. Il va falloir des bons scénaristes, quoi. Ouais, surtout que là, ça venait d'une vraie envie, voilà, d'apporter le novel, j'allais dire, la nouvelle, le bouquin à l'écran. Là, je pense que ça va être motivé par un opportunisme, voilà, et par le fait que ça a marché, tout simplement. Donc, ça me fait un peu peur, voilà, pour le coup. C'est surtout qu'en fait les créateurs ils arrêtaient pas de dire non, il y aura pas de saison 2 et tout pendant des mois, et que là d'un coup on nous dit si au final, parce que bon, ça a pris, quoi. Mais c'est vrai que je comprends, je suis chez Disney, je me dis on a qu'une saison 1, ça fait chier, quoi, quand t'as les Game of Thrones qui font 8-7 saisons là, 7-8 saisons. Ils pensent qu'à l'argent. Ça. Oui, mais ça c'est normal, après t'es producteur, tu penses qu'au pognon. Mais bon, oui, c'est ça le business. Je suis un businessman, moi.
D'accord, monsieur Ista. Est-ce que vous pouvez passer à la news suivante avant de nous donner un cours sur les NFT? Exactement. On va parler de Marvel, notamment de Fantastic Four, les 4 Fantastiques. On a eu du cast, on a eu pas mal de cast. Là, on sent que ça tournage il arrive, parce qu'il y a j'ai l'impression que tous les 3-4 jours on a un casting. Alors on a eu notamment John Malkovich, qui était casté dans un rôle inconnu pour l'instant. On a Ralph Ineson qui a été casté en tant que Galactus, donc voilà, ce sera bien le méchant du film. Et on a Natasha Lyonne qui a été castée dans un rôle inconnu aussi. Natasha Lyonne que moi j'aime beaucoup, notamment. Je parlais de Poker Face, voilà, c'est l'actrice principale de Poker Face. Et c'était aussi Les Poupées Russes sur Netflix, qui je crois était pas mal. Enfin, j'avais entendu des bons retours. Ralph Ineson, par contre, j'ai vraiment l'impression qu'il a pris pour sa voix, parce que je sais pas si t'as écouté sa voix. Oui, je la connais bien. Hein. Oui, je l'ai vu dans plusieurs projets. Je l'avais vu dans Misanthrope l'année dernière. Ouais. Il a un rôle assez particulier, je vais pas le révéler. Et il était dans The Witch. C'était le père dans The Witch. C'était là avec Anya Taylor-Joy, qui avait été aussi révélé au grand écran. Et il a une voix hyper spéciale. Donc je pense que voilà. Après, je pense que c'est un bon acteur. Hein. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon acteur dans tous les trucs que je l'ai vu. Et ouais, si tu veux faire un mec un peu effrayant et tout, en plus, je pense qu'il peut largement le faire. Hein. Largement, ouais. Mais en tout cas, le casting, moi, je le trouve assez fou quand tu vois quand tu fais le bilan là, de tout ce qu'ils ont annoncé, il est quand même assez fou. Hein. Mais moi, je pense qu'ils misent énormément sur le film. Je pense que c'est le film qui mise le plus avant les Avengers, évidemment. Mais c'est le film, je pense, qui veulent qu'il marche à tout prix, en tout cas celui-là. Ouais, clairement. D'accord avec toi. Ensuite, on va parler des X-Men. Pas d'X-Men 97, ça c'est pour mardi prochain. Je tease. Et là, on va parler du prochain film X-Men qui est en train d'être écrit, qui serait prêt d'être écrit, mais on a des finalistes en gros pour les scénaristes qui pourront écrire le film. C'est soit Rafe Judkins, putain, je sais pas comment dire son nom, excusez-moi, mais Judkins, voilà, qui a écrit La Roue du Temps, et Michael Leslie qui a écrit Ballad of Songbirds and Snakes, donc le dernier Hunger Games. Toi, tu verrais qui des deux, Ista? Je crois qu'il y en a un qui est un peu mieux que l'autre. Quand j'avais regardé, il me semble que Leslie est un peu meilleur quand même, parce que Judkins, je crois qu'il a écrit Uncharted ou ce genre de truc. Tu vois, il a écrit des films un peu pas ouf. Et Leslie, quand j'avais vu son CV, je me disais, il est un peu au-dessus, quoi. Après, j'avais lu qu'au final, ils vont peut-être être tous les deux dessus, tu sais, ils vont peut-être faire... co-scénarisé. Ils vont peut-être faire co-scénariste au final. Mais à voir. J'avais lu que Leslie serait le favori, mais qu'il y a peut-être moyen qu'il fasse co-scénariste, quoi. Il a fait aussi des trucs pas ouf, je crois, mais tu sais. Ouais, j'ai regardé, Michael Leslie, il a fait le dernier Hunger Games, mais il a fait Assassin's Creed. le film. Donc voilà, après c'est un film qui était maudit de base, hein, mais voilà. Et l'autre, il avait fait Uncharted, La Roue du Temps et des épisodes de Agent of Shield. Donc bon, oui, effectivement, on va peut-être préférer le deuxième, Michael Leslie, parce que au moins il a fait Hunger Games le dernier que moi je trouve vraiment pas mal. Et on verra comment ça se découpille. On vous annoncera qui c'est qui est annoncé quand ce sera le cas. Là, on va parler du Disney Upfront. C'est un événement Disney qui a eu lieu donc mardi. Et donc Marvel, il y avait eu Disney, il y a eu un peu toutes les branches qui sont venues, mais il y a eu Marvel notamment, qui a annoncé plusieurs choses. Alors notamment, il y a un nouveau logo. Il y a un logo Marvel Télévision qui est apparu. Donc il y a une nouvelle branche qui vient d'être créée chez Marvel Studios. Donc ça veut dire que maintenant, on a Marvel Studios pour le cinéma, Marvel Télévision pour les séries télé, et Marvel Animation pour l'animation, et Spotlight, je crois que ce serait un truc qui mettrait dans Marvel Télévision, parce que ce serait un truc spécial pour c'est les séries qu'on peut regarder sans avoir tout vu, quoi. Mais en tout cas, il y a une volonté, j'ai l'impression, de vraiment bien ranger le truc et faire que ce soit un truc propre, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de ces labels, là. Mais ouais, bon, après, moi, les labels, je t'avoue que je m'en fous. Voilà, oui. Voilà, mais après, je sais que, au moins, voilà, il y a des départements spéciaux pour chacun. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais bon, écrit Marvel, hein, sur les 4. Tu vois, je sais pas si c'est utile, mais je sais qu'ils aiment bien les catégorisations, surtout aux États-Unis, donc voilà. Après, s'ils font un s'occupe de la branche animation, l'autre, tu sais, si ils gèrent bien le truc, quoi. Ouais. Pour pas que ça parte un peu trop en couille comme la phase 4 et 5, au final, que ça, voilà. Ça partait peut-être un peu trop dans tous les sens, quoi. Peut-être que là, ils sont en train de rectifier le tir, quoi. C'est pas plus mal. Et donc on a eu des nouvelles, notamment de Agatha, qui avait changé de titre plein de fois. Darkhold Diaries, c'était Coven of Chaos. Il y en a même eu un qui a duré 5 secondes sur Twitter, qui s'appelle The Lying Witch et The Wardrobe, je sais plus quoi. Et en fait là, il s'avère que la série s'appelle Agatha All Along.
Voilà, c'était elle depuis tout ce temps. Et donc ça va commencer le 18 septembre avec 2 épisodes. Ouais, et après ce sera un weekly. Ce sera un weekly, c'est une série qui fera 9 épisodes. Je crois qu'elle va se finir la semaine de Halloween en fait. Pile poil. Ouais. Bon voilà, parfait pour l'ambiance de la série. C'est ça, exactement. On a eu aussi Ironheart, qui est tourné depuis 2022, je crois. Donc ça fait un moment, c'était sous l'ère de Chapek. Mais là, en fait, elle sortirait l'année prochaine. J'ai entendu qu'il y aurait eu des reshoots cette année, ils auraient fait des reshoots là ces derniers mois. Donc voilà, en tout cas, elle arrive bien, mais elle arrive l'année prochaine. Ouais, mais après c'est les 2 séries de l'ancienne ère Chapek. Je dois avouer. Ouais, Agatha, pourquoi pas, je me dis pour le coup, mais enfin. Agatha Hager était déjà revenue quand ils ont tourné. Hein. Je sais plus, mais en tout cas, je crois que ça a été lancé sous l'ère Bob Chapek. Ah oui. Ouais. De faire des spin-offs de spin-offs. Et Ironheart, ouais, après ça va être normalement 6 épisodes. Ça sent, enfin moi je suis pas hypé du tout par le personnage, je pense que personne ne l'est. Mais voilà, faut bien la sortir, de toute façon la série a été tournée. Ouais, c'est la seule que j'attends vraiment pas, moi, pour le coup, Ironheart. Après, ce qu'ils se disent, c'est qu'il la lirait à Armor Wars, et genre, ce serait peut-être le film qui sortirait juste après, tu vois. Comme ça, Ouais. Vu qu'elle est dedans, elle est dans Armor Wars, en fait, donc, pour ça. Ouais, mais je sais pas, enfin, le personnage m'hype pas du tout, pour le coup. Ouais, je regarderai la série, de toute façon, mais... Après, le personnage n'a pas été très bien traité dans Black Panther non plus. Donc... Oui, bah, c'est ça, quoi. Enfin, elle est là 2 secondes, bon, Ouais, elle a pas vraiment de background et tout. Je sais pas pourquoi faire un spin-off de ce personnage-là particulier, mais écoute. Peut-être en 6 épisodes, ce sera pas trop dégueu, mais je sais pas s'ils vont sortir ça d'un coup, par semaine, etc. Enfin, c'est vraiment la série, je la sens vraiment pas, celle-là, pour le coup. Après, ce sera sûrement du 6 épisodes et ce sera pas très long, quoi. Mais ouais, ce sera une des dernières sous l'ère Chapek, celle-là, clairement. Après, à voir comment il la transforme. Je sais pas, on verra l'année prochaine, parce que j'ai vu quelqu'un qui avait vu un extrait en 2022, là, il disait que c'était pas dégueu, lui, il trouvait ça pas mal. Donc, j'attends de voir un trailer, moi, avant d'avoir un avis tranché. Et d'ailleurs, sa tenue, elle est dégueulasse, voilà. Ouais, mais on avait vu des photos de tournage dans la série, elle a pas du tout la même armure. Bah, c'est bien. Et Daredevil Born Again que j'attends énormément. Hein. Par contre, là, j'ai une grosse hype là-dessus. On a la date, et ça fait plaisir. Mars 2025, voilà. La série fera 9 épisodes. Alors, pas les 18 comme ils avaient annoncé à la base. Hein. Et voilà, ils ont montré un teaser aussi. Ils ont eu le droit à teaser. Donc les gens qui étaient présents sur place. Voilà, bah moi je nous la mettrait pas à l'envers. C'est-à-dire en mode, ils disent ouais, ça fera 9 épisodes, et puis à la fin du 9e épisode ils font bah il y a 9 autres épisodes qui sortent dans 6 mois. Est-ce qu'ils nous feront pas ça? Peut-être, ouais. Peut-être pas dans 6 mois, mais en tout cas ça sortira plus tard dans l'année. Est-ce qu'ils ils font genre ils la coupent pas en 2, et en fait au final ils la coupent quoi? Moi je le sens bien arriver, ça. Ouais, j'ai le flair, ouais. C'est possible, ouais, mais après est-ce qu'ils vont appeler ça partie 2 ou saison 2, je sais pas, tu vois. Oui, bon après bon ça c'est que des appellations, tu vois. Ouais. Effectivement, ouais, c'est la série qui est la plus attendue, tout le monde avait beaucoup aimé la Daredevil sur Netflix. On a enfin une date de sortie, bon c'est moins tôt que ce qu'on aurait pu penser, parce qu'à un moment nous on était en mode peut-être c'est cette année et tout. Oui, peut-être en fin d'année. Ouais. Bah non, pour le coup non. Mais ouais, pour début d'année prochaine, bon ça va frapper fort quand même en mars. Et mais attends, il y a quoi qui sort en début d'année en vrai ça va enchaîner, parce qu'en février t'as Captain America, en mars t'as Daredevil, et en mai t'as Thunderbolt. Ouais, donc ils vont reprendre leur rythme de alterner série-film. On dirait, ouais. Donc parce voilà, que ça bouge, oui. Après on verra en termes de qualité, mais ouais, moi c'est celle où je suis la plus enthousiaste dessus. Enthousiaste dessus, et ouais, en plus ils ont corrigé un peu ce qui allait pas apparemment. Enfin, voilà, on n'a pas eu la série, mais bon, la deuxième approche me paraît quand même plus engageante que la première qu'ils avaient fait. Oui, ils voulaient faire un soft reboot MCU machin, là ils repartent dans l'ADN de la série Netflix, quoi. Ouais. D'ailleurs, nouveau logo, super, hein, moi je le trouve super, le logo. Voilà. Ouais, il est pas mal. Et enfin, dernière info, Nicolas Cage revient. Il est jamais parti, mais il va jouer Spider-Man Noir. Voilà, c'est officiel dans la série pour Prime Video. On savait que la série Spider-Man Noir allait arriver, mais on savait pas si Nicolas Cage, enfin il y avait des rumeurs et tout, mais il va l'interpréter du coup, donc ça va être un vieux Spider-Man en mode blasé à la Nicolas Cage. Et Steve Lightfoot, donc qui était sur The Punisher, et Oren Uziel, qui était sur 22 Jump Street, vont être les showrunners de la série. Donc assez bizarre, un duo assez antinomique, mais voilà, qui se retrouvent. Et on a des infos sur un réalisateur, ce serait Henry Brett Beer, qui a été sur Fleabag. Donc voilà,
ça se passe en 1930, donc 10 ans avant Batman Caped Crusader. C'est le mec qui fait des liens. Toujours hypé, Ista. Oui, moi je suis plutôt hypé, mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'en fait la série elle va pas s'appeler Spider-Man Noir, elle va s'appeler Noir. Et en fait ils enlèvent le terme Spider-Man. Et je trouve ça très bizarre. Bah ouais, parce que surtout si tu veux capitaliser sur le nom... en fait, je suis en train de me dire, est-ce qu'ils vont dire que c'est Spider-Man? Peut-être pas, hein, ils vont dire que c'est un super-héros. Tu vois? Peut-être qu'il aura pas encore le nom, Spider-Man. Ouais. Et je pense que c'est peut-être une question de droit, hein. Parce que peut-être que Sony n'a pas le droit d'utiliser le terme Spider-Man à la télé, je sais pas. Ah ouais, putain, oui, putain. C'est vrai que ça serait drôle parce que genre peut-être le personnage Spider-Man, il est emprunté par Marvel. Ouais. Et donc du coup, ouais, peut-être potentiellement ils ont pas le droit d'utiliser le nom Spider-Man. Du coup, il aura les mêmes pouvoirs et tout. Mais Ouais. ça sera pas Spider-Man. Bah comme Madame Web, techniquement, il y a pas. C'est ça. Il y a pas Spider-Man, mais Au Morbius, il y a pas de ref à Spider-Man, etc., quoi. on voit des photos, des images, mais il est jamais nommé, quoi. Tu vois, donc. Mais en tout cas, moi, j'ai vu Nicolas Cage, j'ai dit oui. Voilà, même si c'est Sony. Bon, ça c'est un peu voilà, mais Nicolas Cage, je dis oui. Ouais, je dis oui aussi, je suis très hypé, mais ouais, le fait de... Après, ils vont perdre du monde de pas, que ça s'appelle pas Spider-Man Noir, je sais pas. C'est étonnant. Bizarre comme marketing, c'est vrai. Et avant de passer à la chronique box-office, on va passer à la news what the fuck. Et bah, une série, une compétition de réalité, de TV réalité, en gros, va sortir sur Willy Wonka de Chocolate Factory. Donc, ce serait Netflix qui, après, je pense, le succès du Squid Game, Ouais, c'est ça. la télé-réalité, bah voilà, va enchaîner sur des trucs complètement cons. Comme Willy Wonka, le Chocolate Factory. Est-ce qu'ils vont finir comme dans le dessin animé, enfin le dessin, comme dans le film de Tim Burton, c'est les enfants à la fin. Il y en a un qui est totalement allongé, il y en a Il meurt, non, dans Sud Burton, je sais pas, j'ai vu. Non, ils meurent pas, mais tu sais, ils sortent. Mais genre il y en a une qui s'est fait aplatir et elle sort et à la fin elle est complètement aplatie. Ça a aucun sens, tu vois, et elle vit comme ça. C'est n'importe quoi, tu vois. Mais ouais, c'était un film d'horreur un peu, j'avoue, le Tim Burton. Mais enfin c'est complètement n'importe quoi. Mais apparemment ça marche, donc ce genre de télé-réalité. Mais voilà, une preuve que voilà, notre monde ne va pas bien. Voilà, parfois notre monde est malade. Il se passe des choses très étranges en ce monde, effectivement. Bon, on va passer à la chronique box-office, Sista. Oui. Alors on a The Fall Guy qui a des estimations pour sa fin de run, sa fin d'exploitation au cinéma, et en fait il gagnerait sur sa fin d'exploitation entre 160 millions et 180 millions sur son budget, sur son box-office mondial, avec 140 millions de budget, donc ce serait pas bon en fait, ce serait pas rentable. Ouais, au final, un gros flop pour un film original qui se basait sur son acteur principal, enfin ses deux acteurs principaux. Ouais, pour moi c'est pas une franchise, le film, je pense que beaucoup de gens ont été un peu méfiants envers du film. Ouais, bon, même s'il est pas incroyable, en vrai ça se sentait un peu que le film allait pas être un gros carton, voilà. Et ça nous étonne pas vraiment, quoi. Ensuite on a des infos de services de streaming de Disney+, et apparemment la menace fantôme serait le film Star Wars le plus vu sur la plateforme. Est-ce que ça te choque? Parce que, enfin, c'est en ce moment, en tout cas. Là, il y a eu c'était les 25 ans? Ouais, je crois que c'était ça. C'est ça. Est-ce que c'est pas pour ça que tout le monde a regardé le film là? Je pense que c'est ça, parce qu'il y a eu des ressorties au cinéma et tout, et je pense que les gens se sont retapés. Voilà, je vais faire un petit tacle, mais je pense qu'ils ont revu le premier, ils se sont dit, on va pas regarder la suite, parce que c'est un peu... Voilà, les fans de Star Wars, ils vont te taper dessus. Me tapez pas dessus, voilà. Je déteste pas la menace fantôme, je l'aime pas, voilà, mais je le déteste pas. Mais ouais, ça m'étonne pas, voilà, Star Wars a toujours la cote quand même. Oui, je pense que c'est quand même ultra regardé, les Star Wars. Donc voilà, ça étonne personne. En parlant de Disney+, on a eu un petit graphique là sur les shows les plus regardés, les séries les plus regardées. C'est notamment Percy Jackson qui fait une grosse percée avec 23,3% du total des viewers, ce qui est assez énorme. La saison 1 de Percy Jackson, ça a vraiment marché sur Disney+. Et en deuxième, on a Echo avec 11,8% des viewers. Et en troisième, c'est X-Men 97. Avec 6,8%. Donc voilà, c'est le top 3 des choses les plus regardées dans l'année, depuis le début de l'année 2024. Percy Jackson, Echo et X-Men 97. Et X-Men 97 est aussi la série originale d'animation la plus regardée sur Disney+. Ouais, bah surprenant, Percy Jackson. Bon, on savait que c'était un gros carton, mais à chaque fois ça me surprend de vous dire que un quart quand même des pourcentages de vues de cette année, c'est Percy Jackson, quoi. C'est un truc de malade. Après, Echo aussi un peu surprenant, mais pas trop non plus, parce que c'est la seule série Marvel qui avait eu avant X-Men 97. C'est celle qui a commencé l'année en plus, donc voilà, pas mal vu. Et X-Men 97, il fait son petit bout de chemin. Voilà, ça vient de se terminer, alors on enregistre. Ça m'étonnerait pas que ça augmente, même avec
dans un mois ou deux, pour le coup. Oui. Et, Avec l'arrivée de la saison 2 et tout aussi, ouais, c'est vu que c'est un très bon retour. Voilà, Peut-être des gens qui vont s'y mettre, quoi. Voilà. Donc voilà, et on vous en parle très bientôt. Ensuite, on a une dernière info, c'est sur Amazon Prime. Fallout est devenu le plus gros opening d'Amazon avec 2,9 billions, donc au milliard de minutes de vues aux US pour ces 5 premiers jours, donc ce qui est assez incroyable. Et on a appris que le total, je crois, de vues serait de 80 millions. Donc c'est assez gros, c'est autant que, énorme. Je crois, que Roadhouse. Je crois qu'on a. Ouais, au final, c'était pareil, c'est les 80. C'est assez fou, alors que voilà. Donc ouais, la série est un gros carton et allez écouter notre critique. À chaque fois, je peux la caler sur la série et on vous encourage à aller la voir parce qu'elle est vraiment pas mal. On va passer au box-office de la semaine, Ista. À la 5e place, on retrouve Godzilla X Kong qui était à la même place la semaine dernière, qui pour sa 7e semaine rapporte 2,6 millions de dollars. Voilà, pour un total de 191 millions de dollars sur le territoire américain et pour un total de 560 millions dans le monde. Donc voilà, on a déjà parlé. Ouais, on a dit énorme succès. Voilà, on a parlé qu'ils allaient faire une suite. Voilà. En 4e, on a Les Cartes du Mal. Donc pour sa 2e semaine, qui reste à la même place et qui fait 3,4 millions de dollars. Il a un cumul de 11,9 millions de dollars. Et sur son total mondial, il est à 20 millions. Donc le film est assez rentable. Je crois qu'il a un budget très bas. Hein. Donc je crois qu'il oui, 8 millions. Ouais. Ouais, c'est ça. Ensuite, à la 3e place, on retrouve Challengers qui bouge pas, qui pour sa 3e semaine rapporte 4,3 millions de dollars pour un total de 37 millions sur le box-office américain et pour un total dans le monde à 68 millions pour un budget de 55 millions. Donc ça va être difficile d'aller retrouver la rentabilité pour le coup pour ce film-là. The Fall Guy qui perd une place, qui passe 2e pour sa 2e semaine, qui fait 13,6 millions pour un cumul aux États-Unis de 49,6 millions. Et dans le monde, il est à 103 millions. Et comme on a dit, voilà, il n'arrivera pas à être rentable au final. Ça va baisser assez vite dans les prochaines semaines. À la première place, on a La Planète des Singes, le nouveau royaume, la nouvelle grosse sortie de cette semaine qui a rapporté 58 millions de dollars sur le sol américain et un total de 130 millions dans le monde pour un budget d'à peu près 160 millions. Il me semble donc le film est bien parti pour être rentable et il a fait un super démarrage. C'est le plus gros démarrage sur le box-office mondial pour Un Planète des Singes. Sur le box-office mondial. Pas sur le box-office domestique, mais sur le mondial, c'est le premier. On passe au box-office français, c'est ça ? Oui. Alors à la 5e place, on retrouve The Fall Guy qui descend déjà, et qui pour sa 2e semaine est déjà descendu de 3 places, et qui a baissé de 57% et qui rapporte 134 000... qui a fait 134 000 entrées, pour un total de 446 000 entrées, c'est pas énorme. Voilà, cette semaine, il chute déjà, et il est déjà dans les abysses, le pauvre. Oui. Donc ça va être très très compliqué... Alors, ça va être de la rentabilité, mais en France, il marche pas tant que ça non plus. En 4e, on a Back to Black qui perd une place pour sa 3e semaine et qui fait 167 000 entrées pour un total de 845 000 entrées, ce qui est vraiment pas dégueu. Hein. Ouais, il peut aller chercher le milieu. Ouais, je pense. Je pense que la semaine prochaine, il y a moyen. Je sais pas la semaine prochaine, parce que je pense qu'il va rebaisser. Peut-être dans 2 semaines. Mais dans 2 semaines, un mois, il y sera, quoi. À la 3e place, on retrouve Blue et compagnie, qui a affiché 453 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est un énorme démarrage, voilà, pour le coup, sur notre sol, et il a été très bien vendu, très bien marketé en France, film familial pour enfants, etc. Donc il marche plutôt bien, quoi, en France. En 2e, on a La Planète des Singes, le nouveau royaume, qui pour sa première semaine fait 932 000 entrées, ce qui est très bien aussi, hein, 25,7% de part de marché. Donc très bon démarrage pour La Planète des Singes. C'est le 4e meilleur démarrage des 5 derniers, mais c'est quand même énorme, quoi. Enfin, il est pas premier, mais c'est quand même pas mal. Et en numéro 1, on retrouve un petit truc en plus, le film d'Artus, qui avait tout défoncé la semaine dernière. Il continue de tout défoncer cette semaine, puisqu'il a baissé que de 12%. Voilà, il a fait 992 000 entrées, et il a déjà dépassé les 2 millions d'entrées, donc c'est quand même énorme, et pour une 2e semaine, encore plus fou, donc ça va être l'un des films les plus rentables, et qui a rapporté le plus de monde au cinéma cette année, c'est sûr et certain. Et je tiens à noter avant de partir que les entrées au cinéma n'ont fait qu'augmenter depuis un mois, en fait, en France. Parce qu'on était atteint un palier hyper bas il y a quelques mois, et on n'a fait que monter, et là aujourd'hui on est à 3,5 millions d'entrées pour cette semaine, ce qui est 41% plus haut que la même semaine de l'année dernière. Donc voilà, potentiellement une
plutôt de bonnes reprises. Il y a Mad Max en plus qui sort la semaine prochaine. Donc voilà, avec un petit truc en plus là qui cartonne, ça peut quand même être pas mal là dans les prochaines semaines. Donc on croise les doigts pour les salles. Ouais, effectivement, on n'est pas loin des semaines où d'une des sorties qui avait fait un gros carton. Ouais. Et on va se quitter ici, Ista. N'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à activer la cloche. Non, c'est pas ça. Vous pouvez activer la cloche sur YouTube, mais à nous suivre sur les réseaux sociaux, la nuit des sorties sur Twitter, sur Instagram, à nous mettre les 5 étoiles, le petit pouce en l'air, etc. Vous connaissez, ça fait toujours plaisir, à commenter, et on se retrouve très bientôt pour parler d'X-Men 97, Ista. Ouais, voilà. Allez. Mutation activée, j'allais dire. Je sais pas qu'est-ce que j'avais dit. Mutation activée, ouais. à moi, mes X-Men, voilà. Voilà, c'est bien. Allez, salut. Salut.